L'objectif de mon côté, ça va être effectivement de vous présenter les outils qu'on a mis au point au cours de la phase expérimentale des centrales villageoises qui a duré de 2010 à 2015. Et je vais vous présenter ces outils au travers du déroulement de la démarche, au travers du déroulement d'une démarche type, donc en déroulant les différentes phases de montage d'un projet pour que vous ayez à la fois la vision globale de ces différentes étapes et puis en regard les différents outils et services qui sont utilisables à ces moments-là. Donc très schématiquement, en fait, on a organisé le déroulement d'un projet de centrale villageoise en différentes étapes, qui sont des étapes classiques de développement de projets d'énergie renouvelable. Il y a rien de spécifique au fait qu'on soit sur des montages participatifs. Donc une phase d'émergence qui va être la phase pendant laquelle effectivement le collectif va émerger, va se positionner notamment sur le choix du modèle centrale villageoise. Une phase d'animation qui va consister à faire émerger sur le territoire un groupe local moteur qui va travailler de plus près sur le projet et qui va notamment se scinder en deux groupes de travail. L'un qui va être sur les aspects juridiques et qui va travailler sur la préfiguration d'une société locale, et l'autre sur les aspects plus techniques qui va travailler sur la préfiguration d'un projet de production d'énergie locale. Cette phase d'animation aboutit côté juridique sur la constitution d'une société locale, côté technique sur la définition d'un premier périmètre de projet, et puis ensuite permet d'enclencher la phase développement qui va constituer d'une part, si on continue à dérouler ces deux volets, à capitaliser la société, donc à accueillir de nouveaux actionnaires et à faire grossir le capital de la société locale, jusqu'à un objectif cible qui correspond à celui qui est nécessaire pour financer le projet préidentifié côté technique et pour lequel, en phase développement, on va donc mener des études techniques, des études économiques, des études de raccordement au réseau électrique, voilà, de façon à affiner et à dimensionner la faisabilité du projet. Et puis, une dernière phase qui est la phase de réalisation, donc le tour de table bancaire, le financement à proprement parler du projet photovoltaïque porté, et puis la phase chantier, mise en service, etc. Un point important, c'est le fait que si vous voulez, les phases émergentes, animation, développement vont être pilotées par au départ le groupe porteur, donc de citoyens, collectivités, enfin éventuellement entreprises locales qui sont impliquées dans le projet et qui vont devenir le conseil de gestion en fait de la société locale créée. Mais pour passer en phase de réalisation, on demande à ce qu'il y ait un vote en assemblée générale des actionnaires. Donc là, c'est l'ensemble des actionnaires de la société locale qui sont entrés suite à la phase de capitalisation, qui votent la réalisation, le passage en phase opérationnelle effective du projet, en ayant à sa connaissance l'ensemble des devis obtenus, l'ensemble des business plans, de sorte qu'on est sûr que voilà, le projet il sort en accord avec ce que l'ensemble des actionnaires a pu valider en AG, notamment en termes financiers. J'ai mis un calendrier, mais alors vraiment très approximatif parce que ça va beaucoup dépendre des territoires, des acteurs en place, de la fréquence des réunions, voilà, un peu de la disponibilité également des structures et des personnes qui sont impliquées. Donc ce calendrier, enfin, il est à prendre vraiment avec du recul. C'est vraiment d'ordre informatif. Mais l'idée, c'est que en utilisant au mieux tous les outils qu'on a mis au point dans la démarche, de pouvoir boucler, on va dire, un projet de centrale villageoise photovoltaïque porté par une société locale de centrale villageoise en 2 ans, idéalement. Ce schéma, on l'a développé, on l'a détaillé, donc il y a le lien qui est sous le titre. Justine, je ne sais pas si tu peux l'ouvrir maintenant.
Donc, vous irez voir sur le site internet parce que ou en cliquant sur le lien du PDF quand vous aurez les supports de présentation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma qui est assez complet, mais c'est vrai que pour tous les projets qui se lancent dans un projet de centrale villageoise, l'idéal c'est vraiment de s'approprier au mieux ce schéma parce qu'il y a vraiment toutes les phases qui sont représentées et toutes les étapes. Alors ça apparaît peut-être pas entièrement à l'écran, mais donc on voit les phases d'animation, les phases de développement et le schéma est séparé en deux colonnes, une qui va porter plus sur les aspects techniques à droite et une autre en bleu plus sur les aspects juridiques. Et on voit qu'il y a des interactions entre les deux. Donc notamment, on peut pas effectuer des démarches de raccordement tant qu'on n'a pas créé la société, puisque c'est la société qui va être maître d'ouvrage de ces démarches-là. La capitalisation de la société, elle va se faire en fonction d'un objectif cible de groupement de capitaux qui va être défini en fonction du besoin et donc du périmètre de toiture identifié. Donc il y a des allers-retours, si vous voulez, entre les deux volets qu'il faut bien s'approprier. Il y a également des échéances à tenir du point de vue des démarches administratives, notamment de raccordement, qu'il faut avoir en tête, notamment le fait que vous avez un délai de 18 mois maximum qui apparaît là sur la flèche violette entre le moment où vous faites votre demande de raccordement et le moment où vous mettez en service. Donc il faut avoir en tête un peu toutes ces échéances pour faire un calendrier précis de projet et être sûr de pas sortir des délais au niveau de la réalisation. Ce qu'on observe, voilà, enfin quand vous regarderez un peu le détail, c'est voilà, une fois qu'on a tous les devis de raccordement, de matériel auprès des installateurs, de travaux annexes, et puis qu'on a atteint l'objectif de fonds propres côté société, voilà, ça bouge un peu, euh, voilà, et on va voir la banque pour le dimensionnement final de l'emprunt. Ensuite, voilà, on a cette assemblée générale des actionnaires qui entérine le montage final du projet et qui permet ensuite de passer à la signature de l'ordre de service pour l'installateur, aux études d'exécution et puis à la réalisation du chantier progressivement jusqu'à aller aux mises en service des installations photovoltaïques. Voilà, sachant que c'est après l'AG également qu'on peut s'engager fermement dans les baux, dans les signatures du prêt, dans les contrats d'assurance, etc. Voilà. Donc moi, je vous encourage si vous êtes intéressé par la démarche centrale villageoise, à aller voir ce schéma, à bien regarder comment ça fonctionne, parce que c'est un petit peu, si vous voulez, l'ossature, le squelette un peu d'une démarche type. Qui va permettre de guider un peu la réalisation du projet au fur et à mesure. On peut retourner sur le diaporama initial. Voilà. Donc maintenant, je vais dérouler un petit peu le contenu de chacune de ces étapes pour que vous voyez un peu plus précisément de quoi on parle. La phase émergence, très rapidement, puisque on a quand même parlé lors du premier webinaire. Enfin, vous avez compris que l'idée, c'est bien que lorsqu'une initiative est amenée par un collectif qui peut être un collectif citoyen, une collectivité ou une entreprise, eh bien, ce collectif, dans un premier temps, comprenne bien comment se situe le modèle des centrales villageoises par rapport aux autres projets participatifs et ait conscience des valeurs qui sont portées par la charte des centrales villageoises. Donc j'en avais déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vraiment le préalable pour être sûr qu'on est en phase avec les centrales villageoises et qu'on s'engage également si on bénéficie des outils et des services en contrepartie à respecter ces outils et puis par la suite à partager également son retour d'expérience avec les nouveaux projets. Dans un deuxième temps, donc l'idée c'est que effectivement ce collectif rencontre l'ensemble des acteurs du territoire, obtienne une adhésion de ces acteurs, des collectivités et réussisse à définir le territoire d'intervention sur lequel la centrale villageoise va pouvoir intervenir. Et puis surtout, dernière étape, que ce collectif structure la démarche et la finance, puisque on a vu qu'il y avait un besoin encore de financement sur l'accompagnement d'un projet de centrale villageoise, tant au niveau de l'animation locale que de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les études techniques. Voilà, une fois ce préalable acquis, donc on peut passer à la phase véritablement d'animation. On peut prévoir plusieurs réunions du même type sur différentes communes. Donc là, sur le site web des centrales villageoises, vous trouvez plusieurs
documents support qui peuvent être utilisés en réunion publique. L'idée étant, d'une part, de sensibiliser de façon un peu générique le public aux enjeux environnementaux, énergétiques, et puis à l'intérêt d'une démarche partagée de production d'énergie, et puis de les amener progressivement à s'intéresser au modèle des centrales villageoises. On a des films, vous avez également un lien qui est mis sur le support, qui peut vraiment être très accrocheur, enfin très intéressant à exploiter en réunion publique. Il y a notamment 2 films sur la démarche centrale villageoise, l'un sur la partie plus démarche, philosophie, et l'autre plus sur la phase opérationnelle, qui se basent notamment sur l'expérience de tous les projets pilotes en Rhône-Alpes et qui peuvent donner un aperçu assez complet en fait de ce qui se passe dans un projet de centrale villageoise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc cette phase d'animation, elle aboutit à la constitution de 2 groupes de travail, un groupe de travail juridique et un groupe de travail technique. Le groupe de travail juridique a pour mission de travailler sur le choix d'abord d'un type de société, sachant que le modèle donc propose des statuts sous forme de SAS ou sous forme de SIC SAS. Donc concernant le modèle SAS, on a établi des statuts types avec une avocate qui, on va dire, propose un certain nombre de garde-fous sur plusieurs points et puis qui ferme, on va dire, certaines options, mais qui laisse aussi beaucoup de liberté par ailleurs. Et donc, le groupe de travail doit s'approprier ces statuts types et puis les compléter en décidant notamment des options qui sont proposées sur la gouvernance, sur les conditions d'adhésion des nouveaux actionnaires, sur les pouvoirs, la répartition des pouvoirs entre conseil de gestion et assemblée générale. Ces statuts types sont disponibles en ligne, donc pour consultation. Donc vous pouvez les regarder pour voir un petit peu ce qui est proposé. Voilà, on a travaillé vraiment sur des statuts pour qu'ils soient surtout validés juridiquement. Enfin, c'était important pour nous d'avoir quelque chose qui respecte vraiment le droit et puis qui soit sûr juridiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont figés dans le marbre. Le modèle, il va certainement évoluer, le modèle des centrales villageoises. Il faudra qu'on voit comment on valide les futures évolutions de ces statuts d'un point de vue juridique, mais on tient vraiment à ce qu'il y ait une garantie professionnelle derrière les statuts qui sont élaborés. Et notamment, on demande aux nouveaux projets une fois les statuts travaillés et terminés, de les faire valider, de faire valider la conformité de ces statuts avec les statuts types. Donc, on peut proposer voilà, un prestataire qui fait c'est un tiers qui le fait, qui fait cette validation pour s'assurer que les nouveaux statuts sont vraiment en phase avec les statuts types. C'est en quelque sorte un peu le seul point de passage, on va dire, un peu obligé, mais c'est vrai que les statuts ils conditionnent énormément de choses par la suite pour la vie de la société. Et on tient à ce que voilà, ils respectent les statuts types. Si on est en SIC SAS, on a également des statuts qu'on a travaillé, qui peuvent être adaptés. Mais on recommande cependant, enfin, de se rapprocher de l'URSSCOP, hein, qui est la structure régionale compétente pour accompagner les créations de SIC et qui peut également par la suite accompagner la SIC également dans sa vie, enfin, notamment pour l'aider sur les aspects de gestion financière et juridique. Enfin, nous, on a en Rhône-Alpes eu un apport vraiment très important et enfin très apprécié de l'URSSCOP pour notamment le travail sur la création de la première SIC SAS en Ardèche. Voilà. Et puis on a également, d'un point de vue plus administratif, mis au point un petit livret qui doit servir aux sociétés lors de l'immatriculation. Donc c'est tout simplement les démarches à effectuer auprès du greffe, auprès du centre des impôts. Voilà, on a eu des points de blocage sur ces aspects-là, puisque c'est vrai que les sociétés, les SAS à capital variable sont pas forcément bien connues par les greffes et parfois il y a des petites questions qui sont posées. Donc c'est important d'aller les voir en amont si possible pour bien présenter le projet et s'accorder sur les documents à fournir dans la démarche d'immatriculation.
Concernant le groupe de travail technique, donc dans un premier temps, lorsqu'on parle de projet photovoltaïque, il va y avoir un travail de sélection de toiture. Donc pour limiter justement l'intervention du bureau d'études sur ces phases amont qui peuvent quand même être, enfin qui sont pas celles sur lesquelles il y a le plus de valeur ajoutée d'un bureau d'études, on a justement mis au point des grilles de critères à prendre en compte pour sélectionner au mieux les toitures. C'est vrai que sur les projets pilotes, on a eu pas mal de déchets entre guillemets, enfin dans le sens où on a étudié des toits qu'on n'aurait pas forcément dû étudier. On peut pas faire du photovoltaïque sur tous les toits, loin de là. Et donc, outre effectivement les critères, on va dire basiques d'orientation, d'inclinaison, de masque, il y a d'autres choses à regarder en termes d'encombrement, en termes de position par rapport au réseau électrique. Enfin, on a essayé de résumer tout ça dans une fiche de critères qui est également en ligne sur le site internet et qui permet notamment d'être meilleur sur la sélection des toitures en début de projet. Ces toitures peuvent être soit proposées par les propriétaires lors des réunions publiques, soit identifiées par le groupe de travail sur le terrain et ensuite les propriétaires consultés après coup. Ça peut être aussi des toits publics qui sont proposés par les collectivités. Mais l'idée étant, quand on a un premier périmètre de toiture identifié, d'aller voir assez vite les propriétaires pour leur expliquer les conditions de mise à disposition des toits. Là encore, on a un document en ligne sur le site qui explique toutes ces conditions de mise à disposition, que ce soit sur le contenu de bail ou sur notamment le contenu des assurances que souscrit ensuite la société locale. Donc je pense que vraiment ça c'est un retour d'expérience des précédents projets et il faut vraiment travailler de près avec les propriétaires, ne pas les mettre de côté par rapport aux différents groupes de travail puisque les propriétaires il n'y a pas forcément de lien entre les propriétaires qui mettent à disposition leur toiture et la société qui va les exploiter. Hein. Les propriétaires sont pas forcément actionnaires, enfin, c'est vraiment des choses qui sont décorrélées et donc il faut pas oublier, on va dire, ces propriétaires-là pour bien leur expliquer la démarche globale, bien leur expliquer les conditions dans lesquelles les toitures vont être louées et s'assurer qu'il y a une compréhension claire des deux côtés pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises par la suite. Enfin, ça, c'est vraiment un point très très important. Voilà, concernant les aspects économiques, donc sur cette phase un peu de présélection de toiture très amont, on a également un petit outil de simulation économique qu'on a mis en ligne, qui est un outil de simulation très basique à ce stade, qui permet juste, si vous voulez, de regarder l'équilibre financier en fonction du nombre de toitures et de leur taille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équilibre économique, comme je l'avais dit un peu la dernière fois, il repose sur le fait qu'on a une mutualisation sur le nombre de toitures. Donc plus on a de petites toitures, plus on a des chances d'avoir un projet économiquement rentable. Et donc ça va varier en fonction de l'ensoleillement local et puis du prix au watt-crête qu'on prend en compte. Mais donc sur cette phase un peu de présélection de toiture, on peut s'amuser à regarder qu'est-ce qui se passe si j'ai 15 toits de 60 mètres carrés, donc à moins de 9 kW crête, et 2 toits à 36 kW crête. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute des gros toits à partir de combien de toitures j'obtiens un projet viable. Bon, c'est avec des grands ratios, mais ça permet un petit peu de prédimensionner, on va dire, le futur équilibre économique. La phase de développement, donc, qui démarre une fois que la société est constituée et une fois que le périmètre de toiture est également identifié. Donc sur cette phase-là, on va avoir l'intervention sur les aspects techniques d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, donc d'un bureau d'études, qui sera missionné par la société et donc il convient d'assurer le financement. On en a déjà un petit peu parlé la première fois. Ce bureau d'études, il va avoir pour mission de réaliser des études détaillées, donc de dimensionner un peu les installations en toiture, de regarder le productible, les masques, et surtout de réaliser le dossier de consultation des entreprises. Donc le document qui va permettre de ensuite consulter plusieurs installateurs et d'analyser les différentes offres faites. Et puis le bureau d'études va pouvoir accompagner la société sur la sélection de l'installateur, sachant que là il y a une vraie valeur ajoutée de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, notamment par rapport à la connaissance du matériel, par rapport à la connaissance des systèmes d'intégration au bâti, par rapport à la vérification des assurances de l'installateur et le fait qu'elles soient vraiment adaptées aux systèmes qui vont être posés. Enfin, on peut avoir des mauvaises surprises sur les offres et c'est là où je trouve que
il est vraiment indispensable d'avoir cette assistance technique pour s'assurer qu'on est bien dans les normes de pose qui conviennent et puis qu'on va avoir des installations correctement assurées par la suite. Les études de raccordement au réseau, donc là également, gros retour d'expérience sur les projets pilotes puisque on a eu pas mal de difficultés et pas mal de surprises sur les premiers devis qui ont été proposés par ERDF lorsqu'on était sur des installations qui étaient soit trop isolées, soit tout simplement sur une partie de réseau qui n'était pas à même de supporter l'injection envisagée. Donc ces problèmes-là, il convient de les aborder très en amont. Dès qu'on a un périmètre stable de toiture, il faut prendre rendez-vous avec ERDF et si possible le syndicat d'énergie. Et surtout si on a des toitures qui sont voisines les unes des autres, le fait d'avoir une injection simultanée d'électricité d'origine photovoltaïque sur des toitures, sur une même section de réseau, ça peut créer des contraintes importantes. Et c'est vrai que les centrales villageoises, de ce point de vue-là, sont un cas particulier par rapport à d'autres projets photovoltaïques, on va dire, qui vont être individuels. Nous, on va amener 10 ou 15 points d'injection sur un même village ou sur des villages voisins. Et c'est vrai qu'il faut aller voir ERDF en amont pour qu'ils puissent vraiment avoir une approche mutualisée de ces installations, ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Donc, ERDF a été partenaire et est partenaire toujours des centrales villageoises donc nous accompagne sur ces aspects-là. Les syndicats d'énergie ont également été bien présents sur les projets pilotes et peuvent avoir également des informations intéressantes à communiquer sur les éventuels travaux d'extension qu'ils ont prévus de leur côté. Donc ça c'est important. Et puis ensuite le passage aux demandes de raccordement qui doit être fait par la société locale, sachant qu'on a également un guide d'aide aux demandes de raccordement qui est à disposition, alors cette fois-ci en partie privée du site internet Centrale Villageoise. Voilà, donc pour rappel sur les aspects photovoltaïques, ce sont les dates de demande de raccordement qui font foi pour l'obtention de tarifs d'achat pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est important de ne pas les faire trop tard si on veut bénéficier d'un tarif intéressant, mais pas trop tôt non plus, puisque c'est là qu'on fige également les puissances de raccordement qu'on souhaite avoir. Du point de vue de la capitalisation de la société, j'accélère, je ne sais pas si où j'en suis du timing, Justine. Peut-être, je vais essayer d'avancer plus rapidement. Ouais, il reste 2-3 minutes là. D'accord. Du point de vue de la capitalisation de la société, donc comme je l'ai dit, il faut avoir un objectif de financement en fonction de l'investissement chiffré par rapport au projet photovoltaïque. Donc par exemple, si on a identifié que le projet coûtait 300 000 euros, on va se fixer un objectif de 25-30% de fonds propres. Donc ça peut être 80-100 000 euros à rechercher auprès d'actionnaires qui peuvent être des citoyens, des entreprises locales, ça peut également être maintenant des collectivités. Et il va falloir mobiliser localement à travers des événements locaux, des réunions privées, des réseaux, on va dire, locaux qui existent déjà. Donc il va y avoir une mobilisation forte à avoir de la part du conseil de gestion pour aller un petit peu communiquer et présenter le projet à différentes structures. Alors sur les aspects réglementaires, il faut souligner que sur la partie des projets pilotes, on a été très contraints sur les aspects communication, puisque les SAS notamment n'avaient pas le droit de faire d'offres au public de titres financiers, n'avaient pas le droit de communiquer publiquement sur des offres de titres financiers, de mettre en ligne des bulletins de souscription par exemple. Ça c'est vraiment, ça a été un gros point de blocage sur les centrales villageoises qui a fait qu'on a dû beaucoup passer par ces réseaux locaux, par des communications restreintes. On s'est interdit de donner des éléments financiers justement de façon publique. Il faut savoir que ce point-là est justement est en cours d'assouplissement puisque la loi sur la transition énergétique assouplit en gros le régime
la réglementation sur les offres de titres financiers, notamment pour les sociétés qui produisent des énergies renouvelables. Il y a un décret d'application qui est en cours de rédaction qu'il faudra prendre en compte, mais qui devrait notamment rendre la communication beaucoup plus facile et beaucoup plus libre en dessous de certains seuils qui sont pas encore définis, qui seront fixés dans ce décret. Mais je pense que sur le site Centrale Villageoise, quand le décret sera sorti, on communiquera très largement dans la rubrique actualité pour que tout le monde soit informé. Enfin, sur la dernière phase, alors j'ai pas dit, excusez-moi, sur la phase technique de développement, qu'il y avait un autre outil économique qui permet d'affiner le business plan en phase développement. Il est également en ligne sur le site des centrales villageoises. Voilà, on a 3 outils de simulation économique, l'outil esquisse dont je vous ai parlé, cet outil en phase développement, et un troisième outil pour le coup qui n'est pas en ligne, mais qui est utile justement en phase réalisation, enfin au moment du tour de table bancaire, et qui permet d'avoir l'intégralité du business plan, du plan de trésorerie, et qui sert notamment à aller voir les banques pour dimensionner l'emprunt. En phase réalisation, donc une fois ce montage bancaire acquis, donc ça ne veut pas dire qu'on attend cette phase-là pour aller voir les banques. On peut aller les voir en amont pour présenter le projet, pour bien leur expliquer la gouvernance coopérative, etc. Mais bien sûr, on ne peut pas obtenir de prêt tant qu'on n'a pas tous les devis et qu'on n'a pas chiffré toutes les composantes du projet. Donc c'est quand même une étape très importante le lancement de ce prêt, surtout qu'on a des positionnements assez variables des banques selon les territoires. Donc voilà, on peut être amené à ce stade à ajuster justement la part de fonds propres, la part de compte courant, après à jongler un peu avec les garanties demandées par la banque. Et puis ensuite après l'assemblée générale, on part sur la réalisation du chantier avec un suivi de chantier qui peut être assuré par l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Bon, c'est une prestation qui peut être relativement légère si on a bien sélectionné l'installateur. Et puis ensuite la signature des baux, pour lesquels on a également des modèles, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a un modèle de bail civil sur les toitures privées et de convention d'occupation temporaire sur les toits publics. Les assurances, donc ça c'est un service qui est vraiment, c'est un outil ou un service, je ne sais pas comment le présenter, mais qui est très intéressant dans le cadre des centrales villageoises, c'est qu'on a négocié une police d'assurance avec MMA au niveau national en fait. Donc on a négocié sur l'ensemble du volume des centrales villageoises. Ça nous permet d'avoir une police qui est assez complète en termes de couverture et surtout très intéressante économiquement. Donc elle couvre la société pour l'ensemble des travaux qu'elle réalise sur son projet. Et puis après, sur l'expertise comptable, soit la société, on va dire, contractualise avec un expert comptable local qu'elle connaît, soit à défaut, et si elle le souhaite, on peut proposer une mission d'expertise comptable avec un expert comptable qui est partenaire des centrales villageoises et qui suit déjà plusieurs centrales villageoises. Donc lui aussi, comment dire, il mutualise un peu son savoir-faire et puis il a un peu une méthode maintenant type pour accompagner les centrales villageoises. Mais bon, il n'y a pas d'obligation de passer par lui si bien sûr la société souhaite faire différemment. Le monitoring est également quelque chose qui est requis dans le suivi des installations photovoltaïques. Ça c'est très important parce que ça permet, si vous voulez, les installations sont chez les propriétaires sont pas responsables du fonctionnement des installations, donc il est important d'avoir ce suivi à distance pour que la société soit alertée en cas de panne ou en cas de dysfonctionnement directement par le système de suivi. Et il ne faut pas attendre que ce soit les propriétaires qui regardent, parce que sinon on peut avoir des mauvaises surprises. Donc pour l'instant on a fonctionné avec le système RD Solar, qui permet une solution très simple mais assez efficace, qui fonctionne bien en zone rurale en termes de communication et qui permet aussi d'avoir un affichage public. Donc si vous allez sur le site des centrales villageoises, sur les installations en service, vous pouvez avoir accès au suivi de production en temps réel. Je pense que c'est assez intéressant en termes de com de pouvoir afficher ces productions, notamment pour les actionnaires ou pour les gens intéressés par les projets. J'ai terminé quasiment, donc en conclusion, en complément, quelques autres éléments de mutualisation qui sont proposés par les centrales villageoises, notamment tout l'aspect, on va dire,
Informatique, donc le fait que effectivement tout projet qui part en centrale villageoise peut utiliser un espace dédié sur le site centrale villageoise. Pour ceux qui le connaissent, vous avez vu sur la gauche, il y a un menu avec tous les noms des territoires. Chaque territoire est responsable de la mise à jour de ses pages, peut demander la création de pages appropriées et puis peut gérer l'information qu'il met en ligne sur la société, sur les réunions publiques, sur le projet photovoltaïque, etc., etc. Il y a également un espace qui est proposé en partie privé avec une plateforme de dépôt de documents accessible pour chaque territoire. Et puis il y a un service de boîte mail @centralevillageoise.fr qui est proposé et qui permet de bien identifier les sociétés au sein du réseau des centrales villageoises. Un forum d'échange est également possible sur le site internet, même s'il n'est pas encore exploité, mais je souhaite qu'on le développe sur 2016-2017. Et puis voilà, et puis le fait que les projets de centrales villageoises qui notamment, comme je l'ai dit au tout début, normalement s'engagent à respecter la charte. Dans cette charte, il y a le fait de participer au comité de pilotage, c'est-à-dire que nous, on va mettre à disposition un tas d'outils, un tas de services. En contrepartie, on s'attend à ce que les sociétés centrales villageoises participent au comité de pilotage dans un idée de partage de leur expérience, de promotion un peu du modèle, et puis de participation à l'évolution du modèle des par la suite. Voilà. Juste, Justine, si tu peux ouvrir la synthèse de la liste des outils. Cette synthèse est en téléchargement sur le site internet. Quand vous allez dans la boîte à outils, c'est sur la page d'accueil de la boîte à outils. Ça résume juste, ça vous donne la liste de tous les outils. Alors je l'actualise régulièrement, mais aujourd'hui c'est la liste de tous les outils qui est disponible par phase. Donc tous ceux qui ont une petite coche verte, c'est les outils qui sont en ligne. Et puis tous ceux qui ont un petit cadenas, c'est ceux qui sont pas en ligne, mais qui sont réservés, on va dire, au projet de centrale villageoise. C'est pas qu'on veut pas les mettre forcément en ligne, mais ils sont vraiment spécifiques et on tient à ce que aussi ça soit un peu la valeur ajoutée proposée pour les territoires qui partent sur cette démarche-là. Voilà, il y a des fiches outils, il y a des modèles, de bulletins de souscription, de conventions d'occupation. Enfin, il y a des tas de choses qui sont disponibles et qui ont vocation à évoluer, à être complétées au fur et à mesure de l'avancement des projets. Voilà, j'ai terminé pour la présentation et puis je pourrais répondre aux questions s'il y en a. Noémie, merci Noémie. Donc pour ceux qui sont venus en cours de webinaire, donc Noémie nous a fait part de tous les outils qui ont été mis en place grâce au retour d'expérience des projets pilotes des centrales villageoises dans la région Rhône-Alpes. Donc on voit qu'il y a des outils qui permettent de répondre à toutes les étapes des projets. Ça va du critère des choix des toitures au schéma global du montage de projets de centrales villageoises, au statut type de SAS et SIC SAS, aux outils de simulation économique, etc. Donc un panel d'outils à s'approprier aussi. Donc on a plusieurs questions des précisions aussi par rapport à ce que tu viens de nous dire, Noémie. Première question par rapport à est-ce qu'il y a des fourchettes de prix en fonction des différentes étapes? Par exemple, tu parlais de la validation des statuts. Est-ce que il y a des tarifs? Quels sont les tarifs de prestations? 400 €. D'accord. Ok. Et donc ça, on peut le retrouver aussi sur le site, en fait, tous ces tarifs de prestations fournis par le RADG. Il y a que ça il y a que ça pour la validation des statuts. Effectivement, c'est 400 €. C'est quelque chose qui est pas encore en ligne parce qu'on l'avait pas vraiment formalisé c'est vraiment récent comme formalisation. Donc, je pense que je vais l'écrire très bientôt sur le site internet. Après, les autres chiffrages, c'est plus des chiffrages pour l'accompagnement des projets. Donc j'en avais parlé un peu, je crois, le premier webinaire, et là-dessus il y a un document sur le site qui donne des éléments, notamment de chiffrage, combien peut coûter l'accompagnement d'une phase d'animation, combien peut coûter l'intervention d'un bureau d'études assistant à maîtrise d'ouvrage. Alors sur cette assistance à maîtrise d'ouvrage technique, c'est vrai qu'on a fait des choses très très complètes sur les projets pilotes. Aujourd'hui, on est plutôt dans une optique d'optimisation
et on va probablement proposer un cahier des charges un peu réduit pour faire intervenir le bureau d'études uniquement là où il y a le plus besoin. Et pour être le plus efficace. J'ai oublié de dire une chose importante dans cette mission d'AMO technique, c'est qu'on demande des études structure qui sont en général faites en sous-traitance de l'AMO, mais c'est clair que on demande l'intervention d'un bureau d'études structure sur tous les toitures. Ça aussi, c'est quelque chose qui est indispensable, notamment pour les assurances. D'accord. Deux questions relatives à deux étapes du projet. Tout d'abord, est-ce qu'on peut prévoir une négociation du tarif de raccordement avec ERDF? Alors le tarif, le raccordement à proprement parler, si vous voulez, une fois que vous faites de votre demande, il est sur barème, donc là vous ne pourrez pas négocier quoi que ce soit. Par contre, là où il y a là où il y a, comment dire, un partenariat renforcé via les centrales villageoises et qu'on est en train encore d'approfondir, c'est le fait qu'on va pouvoir rencontrer ERDF en amont, avoir un interlocuteur privilégié et avoir des éléments de cadrage sur le choix des toitures par rapport aux contraintes de réseau. Enfin, ça c'est quelque chose qu'on est en train un peu de mettre en place, mais voilà, comment dire, on cherche à avoir un appui sur la phase amont, donc avant les demandes de raccordement, par rapport aux contraintes de réseau électrique. Ok. Une autre Ça permet, si vous question, voulez, c'est on pourra pas on pourra pas négocier les barèmes, mais par contre, ça permet d'éviter des mauvaises solutions techniques ou des solutions techniques trop onéreuses qui auraient été proposées si on n'avait pas eu cet échange. Enfin, ça, on a vraiment pu le vérifier dans les projets pilotes. C'est que des fois, le RDF propose des solutions techniques un peu chères, et puis en discutant, etc., on s'aperçoit qu'on peut optimiser différemment, quoi. ok, merci. Une question concernant en fait l'implication des propriétaires. Est-ce que tu peux un peu nous présenter les retours d'expérience à la fois les avantages et les inconvénients sur bah voilà l'implication des propriétaires dans les projets en termes de groupe de travail mais aussi en capital. Alors en capital, enfin les actionnaires sont pas forcément les propriétaires sont pas forcément actionnaires, hein. Il y a vraiment aucune obligation et je crois que dans les projets existants, il y a une majorité de propriétaires qui n'est pas actionnaire. Donc ça c'est vraiment, enfin chacun, si vous voulez, ce qu'on dit, c'est que dans les centrales villageoises, chacun participe comme il l'entend, comme il le souhaite. Et il y a des gens qui veulent pas prendre d'action, mais qui mettent à disposition leur toit, c'est leur façon de participer, et c'est très bien. Le retour d'expérience par rapport à ça, si vous voulez, il faut être, c'est pour ça que j'ai un peu insisté tout à l'heure, il faut être vraiment très prudent et dans le sens où il faut éviter que des propriétaires changent d'avis tardivement. On l'a vécu sur les projets pilotes. Où il y a eu des retraits de propriétaires privés alors qu'on était très avancé en phase de développement, voire on était au moment du tour de table bancaire. Donc si vous voulez, une fois que vous avez votre prêt, si vous perdez une toiture dans le périmètre, ça modifie tout l'équilibre financier et c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a maintenant proposé des promesses de bail assez en amont dans le déroulement du projet. Et c'est pour ça qu'on a fait ce diaporama pour que les choses soient claires dès le départ avec les propriétaires. Je parle surtout des propriétaires privés parce que c'est vrai que les collectivités, quand elles mettent un toit à disposition, bah, en général, voilà, elles se retirent pas 3 mois après. Mais il faut vraiment être dans la transparence totale avec les propriétaires, pouvoir répondre à toutes leurs questions sur la fin de bail, sur les conditions de location, sur vraiment qu'ils aient tous les éléments pour qu'ils puissent s'engager en connaissance de cause et qu'ils soient des propriétaires sûrs, sachant que voilà, maintenant on a rajouté ce garde-fou de la promesse de bail pour améliorer ça, quoi. Ok, une autre question par rapport au monitoring et cette fois-ci, qui est en charge de suivre le monitoring? Est-ce que c'est l'installateur ou la société de projet? C'est les deux. En fait, donc avec le système qu'on a choisi, on a la possibilité d'envoyer les alertes mail et SMS à qui je crois qu'il y a cinq destinataires. Donc en général, on définit des responsables dans la société qui vont faire ce suivi de monitoring. Et puis l'installateur, il y est, enfin l'installateur.
c'est pas l'installateur, c'est le responsable du contrat de maintenance, puisque dans les centrales villageoises, ah oui, je l'ai pas mis, c'est très dommage sur la partie exploitation. On demande à ce que les centrales villageoises aient un contrat de maintenance, donc c'est vrai que c'est souvent l'installateur, mais donc le titulaire du contrat de maintenance est celui qui est en lien avec le système de monitoring et qui reçoit l'alerte directement en cas de dysfonctionnement. Donc en cas de dysfonctionnement, il y a à la fois l'installateur qui fait la maintenance et la société qui reçoit l'alerte. Et puis après sur le suivi, on va dire plus mensuel, annuel de la production, c'est la société qui le fait. Là aussi, on a un outil Excel qui permet de faciliter la compilation des données de production. Très bien. Il y a 3 questions qui se rassemblent un peu concernant justement la participation au réseau des centrales villageoises. Donc il y a une question sur le tarif d'adhésion. Est-ce qu'il faut, il y a une cotisation à payer? Comment vous vous assurez en fait du respect de la charte? Est-ce qu'il faut la signer? En gros, de quelle manière en fait participe-t-on et comment on intègre le réseau des centrales villageoises? Il y avait une autre question, est-ce que les centrales villageoises, le réseau des centrales villageoises est une association? Est-ce que voilà, tu peux répondre à cette question de manière plus globale qui est de dire voilà, comment on y participe. Juste avant de répondre, il faut avoir conscience que c'est pas les centrales villageoises quelque chose qui existe depuis 20 ans. Enfin, on sort de la période pilote et on est vraiment dans cette phase transitoire où là c'est en train d'essaimer et de se dupliquer. Mais ce qui explique voilà, on n'a pas complètement achevé la structuration de la démarche. Et donc c'est vrai que dans le comité de pilotage régional qu'on organise régulièrement, la question de créer une association des centrales villageoises revient régulièrement. Pour l'instant, les membres du comité de pilotage n'ont pas souhaité qu'on aille sur la création d'une association. C'était prématuré tant qu'on n'avait pas encore de projet en service. Les premiers projets en service datent d'1 an et demi. Là, on a un comité de pilotage dans 2 semaines. On va remettre ça sur la table et rediscuter effectivement de est-ce qu'il faut créer une association centrale villageoise ou est-ce qu'il faut structurer différemment la démarche maintenant que ça a pris plus d'ampleur. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui est encore auquel on a forcément la réponse, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, pour l'instant, on fonctionne avec quand même un réseau qui existe, qui est certes informel, mais qui réunit quand même pas mal de monde et qui c'est ce réseau donc c'est en gros c'est les membres du comité de pilotage qui a mis au point la charte. Ah, on a un souci de connexion, je crois, avec Noémie. Noémie, est-ce que tu peux relancer ta connexion ou bien relancer la webcam? Est-ce que vous nous entendez? Oui, d'accord. Alors, effectivement, là, il y a un problème. Noémie, je te propose de te reconnecter, en fait, de te déconnecter, de te reconnecter. Je pense que c'est mieux comme ça. Bon. En attendant, on va passer dans ces cas-là aux deux autres, à la deuxième partie en fait, avec Mathieu et Jean-Michel qui vont nous relater l'expérience des centrales villageoises du Pays d'Aille et surtout de présenter eh bien la manière dont ils ont pu utiliser les outils mis en place par le réseau des centrales villageoises. Et puis je vous propose de reprendre peut-être les questions posées à Noémie, il en restait 2-3 par la suite. Voilà, donc Mathieu, est-ce que tu peux activer ta webcam et puis le son, je crois que je t'entends. Bonjour à tous, je ne sais pas si ça passe. Oui, juste activer la webcam. Oui, c'est bon. Je l'ai activé normalement, moi je vois sur l'écran. Non, je pense qu'il faut juste le partage, voilà. C'est bon, parfait.
Merci Mathieu. Donc la parole est à toi pour présenter donc la manière dont le parc naturel du Luberon s'est emparé des outils mis à disposition par le réseau des centrales villageoises pour pouvoir accompagner un premier projet donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, oui, exactement. Donc pour ma part, je travaille, comme tu l'as dit, au parc du Luberon sur la mission transition énergétique. Voilà, donc j'ai la main sur les diapos, voilà, je pense que c'est visible. Donc nous, on a eu une proposition en 2013 par Rhône-Alpes Énergie Environnement de rejoindre le réseau, puisque dans la seconde phase de leur projet, qui était à l'époque financé par le POIA, des fonds européens, ils avaient un volet pilote, on va dire, d'essaimage en région PACA. Et les deux parcs, Luberon et Queyras, se sont engagés de cette façon-là dans l'aventure des centrales villageoises. Donc, rapidement, comment s'y est pris? Nous, on avait bien noté le postulat de départ qu'il était indispensable de s'appuyer d'abord sur une volonté politique locale et que les centrales villageoises, c'était un outil pour accompagner une politique très locale de développement des énergies renouvelables. Et à ce titre, on a sollicité l'ensemble des intercommunalités de notre territoire. Et à l'époque, on a eu 2 communautés de communes qui ont été candidates pour porter ou en tout cas accueillir cette démarche de centrale villageoise sur le territoire du parc. Ce sont les communautés de communes du Pays de Banon côté nord et côté Lube sur le sud. Voilà. Donc cette entrée via les élus locaux nous apparaissait particulièrement intéressante. Nous-mêmes, parc naturel, on est collectivité et on rassemble au sein de notre gouvernance l'ensemble des communes du territoire. Voilà, mais faire la passerelle avec les citoyens, c'était aussi une expérience qui nous semblait tout à fait intéressante et les retours d'expérience qui nous arrivaient des autres PNR de Rhône-Alpes étaient à ce titre encourageants et intéressants. Alors là, je remets une diapo que je passe rapidement, c'est sur la méthodologie ou notre calendrier de développement de cette phase amont d'émergence. On s'est vraiment là calé sur les supports que Rhône-Alpes Énergie a mis à disposition. Et c'est vrai qu'on a mené, comme il était proposé, 4 réunions publiques pour chaque territoire, chaque interco, suivi de 4 réunions plutôt thématiques sur la technique, sur les questions juridiques, sur la question de la mobilisation, par exemple, dans la foulée. Et puis, se sont mis en place les fameux groupes de travail technique ou montage de la société. Tout ça dans une période, on va dire, assez resserrée, mais quand même un peu plus longue que ce qu'a évoqué Noémie tout à l'heure de 6 mois, qu'elle disait à titre informatif. Je pense que c'est dans le cas où les choses vont vraiment très vite. Pour nous, ça s'est étalé sur environ 9 mois, ce qui était déjà assez intense. C'est ce qu'il faut retenir, à mon avis, à ce stade, c'est que cette phase d'émergence et d'accompagnement on va dire avec l'accord des collectivités locales, mais pour mobiliser les citoyens, c'est quand même un travail d'animation important qui nécessite de la logistique et du temps. Voilà, là je parle peut-être côté moi, agent d'une collectivité, mais je sais que certaines collectivités sont connectées et sont à l'écoute de ce webinaire, donc c'est plutôt une remarque à leur attention. Voilà, ça c'est avant d'aborder la deuxième phase, vraiment pour aller dans les études techniques approfondies et la en capital de la société. Donc j'illustre par quelques photos. Je vais pas être long pour laisser plus de temps à Jean-Michel Bostetter derrière pour décrire son expérience très pratique en tant que citoyen et membre fondateur de la centrale villageoise du Pays d'Aigle. Donc sur cette diapo-là, pour montrer que la dynamique, elle est créée comment? Par les réunions publiques au départ, puis par les fameuses réunions thématiques, où on va partir sur chaque territoire. Notre expérience, ça a été une mobilisation de 100 à 150 citoyens qui viennent s'informer, qui posent beaucoup de questions, qui sont curieux. Mais au final, on se rend compte qu'ensuite, et c'est le but des réunions thématiques, et le message que l'on répète très régulièrement, qui est de dire ça va devenir votre outil et votre bébé, donc il faut vraiment, pour ceux que ça intéresse, s'impliquer en tant que futur entrepreneur, futur fondateur de la société. Donc, pardon. Donc derrière, ça demande beaucoup de temps d'implication. Et on se rend compte que des 100 à 150 personnes qu'on a mobilisées au départ, on arrive concrètement sur des petits groupes d'une petite dizaine de personnes. Voilà, désolé, je vais un petit peu vite, donc ma gorge se prend.
Donc on arrive à ce fameux groupe actif de quelques membres qui se sont vraiment accrochés à la dynamique et qui sont prêts à passer du temps en réunion pour définir les statuts, mais aussi beaucoup de temps de travail sur le terrain pour identifier des toitures. Donc c'est cette fameuse dynamique et c'est ce passage de relais que j'identifie moi qui est vraiment intéressant, important dans ce projet. C'est qu'au départ la collectivité ou la structure qui facilite, on va dire, l'émergence de ce projet de centrale villageoise à la main sur l'organisation des réunions, répond aux questions, mobilise des experts localement pour animer tous ces groupes de travail. Mais à un moment, il y a un passage de relais qui est vraiment important d'identifier et de soutenir au moment où ce petit groupe d'acteurs, de citoyens qui au départ d'ailleurs ne se connaissent même pas entre eux, qui n'avaient peut-être 6 mois ou un an pas de vision de devenir entrepreneur ou fondateur d'une société qui porterait des projets d'énergie citoyenne, ben, tout d'un coup, ce projet-là, la mayonnaise prend et ça va être leur dynamique maintenant de monter la société. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, donc pour nous, toutes ces étapes-là ont pris entre 9 mois et 12 mois maximum et 2 sociétés ont été créées. Donc vous allez avoir le témoignage tout de suite de Jean-Michel Bosteter sur le sud du Luberon avec la SAS, Centrale Villageoise du Pays d'Aigues. Sur le nord Luberon, les membres fondateurs ont opté, eux, pour la société coopérative d'intérêt collectif. Voilà, donc ce qui me semble important de retenir sur cette phase d'émergence et d'animation amont, c'est évidemment, c'est très bien de s'appuyer, il faut s'appuyer sur les outils, on en a vraiment besoin, les outils mis en ligne et mis en place par Rhône-Alpes Énergie, c'est quand même, il faut l'avoir en tête, assez, confortable presque, j'allais dire, de pouvoir profiter de tout ça et de savoir que d'autres territoires ont essuyé les plâtres avant nous, donc on met moins de temps qu'ailleurs pour lancer cette dynamique, donc ça c'est très positif. Dans le discours aussi, comme je l'ai indiqué, ça a marché en Rhône-Alpes, nous on l'a beaucoup utilisé, alors pourquoi ça marcherait pas chez nous? Donc on s'accroche autour de ça et on avance, on suit nos étapes et notre chemin aussi. Bien privilégier le portage par la collectivité au départ pour légitimer tout ça auprès des élus qui vont être quand même les premiers à soutenir ces projets. On pense notamment aux bâtiments publics qui peuvent accueillir ce type d'installation parce que les privés au départ, ne connaissant pas du tout ce type de société, peuvent être un peu en retrait pour louer leur toiture. Donc les élus ont un rôle important à jouer au départ, mais en même temps, les animateurs du projet doivent être bien conscients qu'il y a à un moment l'émergence de ce groupe et ça devient, c'est eux qui vont créer la société. Hein. C'est pas les techniciens des collectivités qui vont être les membres fondateurs, ce sont les citoyens des villages concernés qui doivent se réunir et qui doivent porter tout ça. Donc il y a ce passage de relais qui est aussi une aventure assez passionnante à vivre. Voilà, et enfin je termine en disant c'est vraiment important de participer au réseau Rhône-Alpes, on en retire beaucoup de choses. Et je dirais juste pour conclure, nous, l'expérience très bénéfique a été notamment d'assister à l'inauguration des premières centrales villageoises dans le parc du Pilat. On en était en phase d'animation de ces premiers groupes de travail et ça a vraiment boosté la motivation des personnes qui sont finalement devenues les fondateurs. On avait organisé 2 voitures du parc avec des membres des citoyens qui étaient déjà bien impliqués dans la démarche et quelques élus et la mayonnaise a bien pris grâce à ça. Voilà. Donc j'ai essayé d'être assez bref. Voilà, je reste. Merci Mathieu. Oui, avant de donner la parole à Jean-Michel, j'ai quand même une question. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les outils que tu as le plus utilisés ou qui ont été pour toi le plus bénéfique dans la mission d'animation de l'émergence et du développement de ce projet? Comme l'a dit Noémie, on s'est beaucoup appuyé notamment sur les présentations de départ pour illustrer la démarche, projeter des films. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore de films propres centrale villageoise, Rhône-Alpes, mais on a utilisé d'autres films sur l'énergie citoyenne. Ça plante bien le décor parce qu'il faut faire des réunions assez dynamiques. Et je dirais le document clé au départ, c'est la foire aux questions, alors qui a dû encore s'enrichir, j'imagine, depuis nous on a démarré il y a presque 2 ans, mais où on se rend compte, c'était assez étonnant que c'était toujours les mêmes questions qui revenaient. On a fait 8 réunions publiques, 4x2 pour 2 territoires. À chaque fois, on a rencontré des gens différents, mais en gros, on tourne toujours sur les mêmes questions. Donc, on a beaucoup utilisé ces documents d'animation au départ qui sont, voilà, ce travail-là est fait, il faut vraiment en profiter, quoi. Eh bien,
on peut passer donc à l'intervention de Jean-Michel Bosseter donc qui fait partie des centrales villageoises du Pays d'Aigues et qui va revenir et témoigner eh bien de cette aventure, notamment en nous précisant un peu la manière dont il a pu utiliser aussi les outils et les services mis à disposition par le réseau des centrales villageoises. Et voici sa présentation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en continuité avec ce que vient de dire Mathieu Kans, de souligner qu'effectivement, au-delà des 8 réunions que le parc a organisées sur le territoire sud du Luberon, nous avons eu le déclic, enfin, nous avons été définitivement convaincus de l'intérêt de nous lancer dans cette aventure suite à l'inauguration de la première centrale villageoise, celle de la région de Condrieu. Je me souviens encore de son président, Hervé Puilleron, et qui nous disait qu'il avait pris énormément de plaisir à mener cette aventure. C'est vrai que c'est un plaisir, en particulier, de franchir les différents obstacles, et ils ont été nombreux, qu'il a fallu surmonter pour faire sa violence. Alors pour nous, ça a été beaucoup plus facile, parce que nous sommes à peu près la 10e centrale, donc nous bénéficions non seulement du travail qui a été effectué par nos prédécesseurs, mais également effectivement de tous les outils mis à disposition par Rhône-Alpes Énergie Environnement. Donc je ne reviens pas sur le contenu de la boîte d'outils qui a été présenté par Monique Coise. J'insiste effectivement sur deux choses. Effectivement, on a le site des centrales villageoises qui est partagé entre tous les projets de centrales, des centrales existantes, et une hotline. J'appelle ça hotline, c'est-à-dire que chaque fois que l'on a une question, nous avons pu appeler, et pour nous cette hotline porte un prénom, c'est Noémie. Elle a beaucoup de compétences, elle est très réactive, elle nous apporte au fil de l'eau les réponses aux questions, et je souhaite effectivement Rhône-Alpes Énergie Environnement maintienne ce principe de hotline dans le temps, parce que même si le chemin est bien balisé, même si on a beaucoup d'outils, on a aussi besoin au fil de l'eau de réponses et de conseils. Voilà. Alors, pour vous dire, effectivement, par rapport au premier projet qui a mis entre le début de la réflexion et la réalisation, il s'est passé à peu près 4 ans, nous avons pu, bénéficiant de tout apport de nos prédécesseurs et de l'aide de Rhône-Alpes Énergie Environnement et de l'aide du parc, avancer très vite dans notre projet. Donc là, je vous donne très rapidement un petit planning, enfin de la façon dont les choses se sont passées. En janvier, on a commencé à réfléchir au choix des statuts et à commencer à travailler sur le modèle de statut proposé par Rhône-Alpes Énergie Environnement. Et donc, un groupe de 8 fondateurs se sont formés. Sur ces 8, vous n'en connaissez pas 5 avant. Donc, je peux vous dire qu'effectivement, le parc a joué son rôle de rassembleur des personnes motivées, et la mayonnaise a pris, puisque effectivement, nous avons créé la société. On a signé les statuts fin mars. Début mai, elle était enregistrée. Et en même temps, le parc lançait l'étude de faisabilité de notre premier projet. Alors, je vais descendre un peu trop vite. Voilà. Donc, les études de faisabilité se sont en fait déroulées sur juin-juillet. Fin juillet, nous avions les études d'avant-projet détaillées. En septembre, on a validé les dossiers de consultation qui ont été lancés en octobre. En novembre, on a pu dépouiller.
et le résultat de ces consultations. Et en décembre, nous avions tout en main pour organiser la première assemblée générale des actionnaires qui a validé le projet dans son contour, qui a validé le choix des entreprises que nous avons retenues et qui a validé aussi, bien sûr, le dossier que nous avions constitué à l'avance pour participer à l'appel à projet photovoltaïque de la région PACA. Voilà. Actuellement, en mars 2016, nos fonds propres atteignent 50 000 euros. Donc, nous avons atteint notre objectif de fonds propres et nous attendons dans les jours qui viennent la réponse des banques. Donc, notre territoire, pour le présenter très rapidement, alors je ne sais pas s'il est possible de zoomer. Voilà. Donc, il se situe entre le Luberon et la Durance. Voilà. En gros, à l'est, il y a la commune de Pierrevert, qui est dans le de Haute-Provence. Et à l'ouest, il y a Cadenet. Et vous voyez que la Durance borde notre territoire. Et sur le territoire, rassemble une population d'environ 50 000 personnes, puisque fait partie de ce territoire d'intervention de la villageoise du Pays d'Aigues et la commune de Pertuis, qui fait à elle seule à peu près 20 000 habitants. Voilà, quelques exemples de toiture. Donc voilà un projet. C'est un gîte qui est dans la campagne et dont le propriétaire nous a proposé sa toiture. Voilà. Un autre exemple, ça c'est une école maternelle qui date des années 90 et qui a besoin d'une réflexion importante au niveau de l'isolation. Donc la commune, qui est propriétaire du bâtiment, mènera en concert avec nous à la fois les travaux de rénovation thermique et nous terminerons par la pose des panneaux. Et puis un troisième exemple, qu'on trouve aussi évidemment, c'est le hangar. Donc là c'est un hangar communal et qui est dont on occupe une partie de la toiture. Et tout ça, ça nous amène au global, dans notre projet, 11 toitures, dont 9 publiques et 2 privées. Ce qui illustre bien ce que disait tout à l'heure Mathieu Camps, c'est qu'au départ, l'appui de l'intercommunalité nous a ouvert les portes des mairies et beaucoup de maires ont été assez réceptifs à notre projet et nous ont proposé des toitures de bâtiments communaux. Voilà, donc très rapidement, les caractéristiques, je crois que des chiffres qui n'apparaissent pas bien apparemment. Bon, c'est une caractéristique à peu près classique et commune sur l'ensemble des centrales villageoises. 90 kW crête à peu près, 120 mégawattheures de productibles, si nous sommes dans une région particulièrement bien ensoleillée, et un coût de réalisation qui est dans la moyenne des coûts. Voilà. Pour une recette de l'ordre de 30 000 euros par an. Alors ça, c'est à titre d'exemple de l'outil que l'on a utilisé au début pour la simulation financière, donc au niveau avant-projet détaillé, donc c'est sur la base des chiffres, non pas des offres, mais des chiffres estimatifs établis par le bureau d'études. Nous avons pu vérifier que le projet était viable. Voilà. Et puis surtout, effectivement, nous travaillons, nous avons la possibilité de faire de la communication vis-à-vis du public pour faire connaître notre projet. Et donc nous avons quelques pages que nous avons renseignées sur le site des centrales villageoises de Rhône-Alpes Énergie Environnement.
Et pour conclure, je voudrais dire que c'est un projet très enthousiasmant qui nous a amené à réfléchir, à aller au-delà de la simple production d'énergie photovoltaïque. Nous avons l'ambition aussi d'avoir une action significative sur notre territoire pour les recherches d'économie d'énergie qui nous permettront de décupler l'effet pour l'environnement et pour les générations futures de la prise en main de la production d'énergie renouvelable par les citoyens. Voilà, j'ai terminé. Je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup Jean-Michel pour ce témoignage. Une question directement porte sur qui a financé les études. Est-ce que c'est la collectivité? Est-ce que tu peux préciser cet aspect-là de votre projet? Oui, c'est le études à travers. Oui, je répète, je sais pas si ma réponse a été entendue, c'est le parc naturel régional du Luberon qui a financé l'étude de faisabilité et à travers des fonds européens. Voilà. J'allais le dire. Merci Jean-Michel. D'accord. Une question par rapport justement à l'engagement personnel. Qu'est-ce que ça représente précisément en fait? Vous êtes un groupe de combien de personnes et est-ce que voilà en termes de temps, combien cela représente et est-ce que vous prévoyez de salarier quelqu'un ou pas? Bon, alors au départ, nous étions 8 fondateurs, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, avec le développement du projet, nous avons ressenti le besoin d'augmenter l'équipe du conseil de gestion. Nous sommes actuellement 12. Je peux parler du temps que je vais consacrer à ce projet depuis le début. En gros, c'est du mi-temps. Voilà. Est-ce que j'ai répondu complètement à la question? Et nous, salariés. Alors, salariés, non. Pour le moment, nous prévoyons prendre des salariés. La société est en cours de création. Il faut d'abord, le projet est trop petit pour justifier l'emploi d'un salarié. Et deuxièmement, il faut d'abord qu'elle prenne, elle acquiert une certaine solidité financière pour se développer. Et après, peut-être effectivement qu'on ressentira le besoin d'avoir un salarié. Mais pour le moment, ce n'est pas dans notre projet, ni à court ni à moyen terme. D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser le type de fonds européens que vous avez sollicité pour le financement des études? Alors, c'était sur des fonds POIA, sur le massif alpin. Donc, ça, c'est Rhône-Alpes Énergie qui avait fait le montage financier de départ. Et on a pu se greffer sur leur programme via le massif alpin auquel on appartient. Ça, c'est des fonds qui sont peut-être pas reconduits aujourd'hui, mais je voyais la question portée aussi sur le leader. À mon avis, il faut explorer les possibilités de faire financer ce type de projet. Aujourd'hui, pour information, sur le territoire du parc, une 3e communauté de communes s'intéresse à lancer une animation là-dessus et a obtenu des fonds par la région PACA pour développer un tel projet sur son périmètre. Donc, tout dépend des régions, voilà. Mais il faut effectivement, ça revient à la question qui était posée avant, il y a un besoin de financement, et je crois que Noémie l'a dit dans son intervention au départ, un besoin de financement pour lancer la dynamique, au moins sur la partie, faire appel à un expert, un bureau d'études expert sur la partie énergétique et toiture, quoi. Ça, c'est vraiment indispensable. Après, selon la collectivité qui peut porter l'animation au départ, ça peut être fait aussi en régie. Je pense que la qualité des outils qui sont mis à disposition permettent aujourd'hui à un chargé de mission de pouvoir prendre à son compte les éléments et organiser cette animation avec un peu d'appui ponctuel, d'expertise externe ou de communication. Ça peut fonctionner à mon avis, quoi. Très bien. Merci pour cette réponse. On a quelques questions qui portent toutes sur le lien avec les propriétaires. En gros, si les propriétaires sont pas actionnaires, si la location est assez, le prix de la location est assez basse, comment réussissez-vous à convaincre les propriétaires des toitures? Alors,
les collectivités, mais aussi les propriétaires privés. Voilà, comment vous réussissez à les motiver donc ça, c'est une question ouverte aux trois intervenants. Je peux peut-être Alors, commencer, parler de Oui, mon Jean-Michel, expérience. vas-y. Oui. Alors, je dois dire que les premiers propriétaires qui ont été très moteurs et favorables au développement de cette centrale de la Douane, ce sont les communes. Donc, c'est tout l'appui, effectivement, qui nous a été apporté, le soutien par l'intercommunalité et par les maires qui ont constitué notre premier réservoir. Et eux ont été très faciles à convaincre sur l'intérêt de ce projet pour l'environnement et pour les générations futures. Après, il a fallu trouver des propriétaires privés. On en avait, comment dirais-je, identifié beaucoup de toitures privées, mais il y a peu de propriétaires, du moins pour ce premier projet, puisque le concept est un peu nouveau aussi dans la région. Donc, qui sont allés au bout de la démarche. Et je dois dire qu'effectivement, ce sont des propriétaires motivés au départ par les questions liées à l'environnement, qui ont concrétisé avec nous. Et d'ailleurs, ils sont actionnaires, ce qui prouve bien que certes, il n'est pas obligatoire d'être actionnaire pour louer une toiture, mais la motivation fait que je pense que les propriétaires privés seront d'autant plus enclins à louer leur toiture qu'ils ont compris la démarche et l'intérêt de celle-ci pour les générations futures. Si je peux compléter, ouais, excusez-moi pour l'interruption de tout à l'heure. Effectivement, les propriétaires, enfin, qui vont mettre à disposition leur toiture, c'est ceux qui ne vont pas forcément avoir les moyens ou l'envie de réaliser une installation individuelle. C'est ceux qui comprennent l'intérêt de la démarche collective et qui vont proposer une toiture comme forme de participation au projet. Ce qui va permettre en général d'ailleurs de réaliser une installation plus grande que si elle était réalisée uniquement par le propriétaire. Après, si la question c'est quel est l'intérêt économique pour les propriétaires, il est effectivement très très faible, très modique, hein, puisque le loyer proposé est très peu élevé. Par contre, on a quand même creusé des solutions qui ont intéressé plusieurs propriétaires. Alors, ça peut pas être fait par tous les propriétaires en même temps, mais notamment si un propriétaire a des projets de rénovation de toiture, d'isolation, au moment où on projette l'installation photovoltaïque, on propose de lui verser tous les loyers d'un coup, ce qui lui permet d'avoir un apport de liquidité au départ, et ce qui lui permet de lui financer un bout de ses travaux ou tous ses travaux. Et ça peut être un peu un critère attractif pour les propriétaires. Enfin, ça, on l'a utilisé notamment sur les Bauges, où un propriétaire, en gros, a renoncé à son loyer annuel, mais par contre, on lui a versé, la société lui a versé directement, je sais plus combien c'était, 3 500 euros, ce qui lui a permis de financer des travaux en toiture. Donc c'est sûr que si tous les propriétaires le font, ça pose un problème de trésorerie à la société. Par contre, ponctuellement, ça peut être un élément un peu déclencheur pour un propriétaire. On est également en réflexion donc sur des dispositifs plus attractifs. Donc ça, c'est pas encore des choses qu'on propose, mais on va en discuter, je pense, au prochain comité de pilotage, d'essayer d'aller plus sur du couplage de rénovation énergétique de toiture, en même temps qu'on fait les installations PV. Donc voir après comment, avec les certificats d'économie d'énergie, on peut essayer d'avoir quelque chose d'un peu attractif. Mais on y travaille. Enfin, on est conscient que ça sera pas forcément pour l'instant l'intérêt économique qui va justifier qu'un propriétaire met son toit à disposition. Je peux rajouter un peu ce que vient de dire Noémie. J'ai utilisé un argument quand même qui a aussi son poids, c'est que au bout de 20 ans, il a la possibilité de racheter l'installation pour un prix très modique, compte tenu du fait qu'elle aura été entièrement amortie. Et nous envisageons même actuellement de leur en faire la session gratuite.
Donc évidemment, c'est quelque chose qui valorise aussi leur bien immobilier, puisque au bout du bail, ils ont la possibilité de récupérer, soit à prix très modique, soit même gratuitement, une installation qui fonctionne et qui fonctionnera encore au minimum 10 ans. Voilà, donc effectivement, ce n'est pas un gain à court terme, mais cela n'empêche que ça valorise leur maison. Merci pour ces précisions. Il y a quelques questions qui concernent la partie financement des centrales villageoises et quel est le montage financier des projets de centrales villageoises et particulièrement est-ce que les centrales villageoises sollicitent de l'investissement citoyen et notamment des habitants du territoire? Jean-Michel. Oui. Pour nous, on nous avait prédit qu'on aurait beaucoup de difficultés dans le sud du Luberon à trouver des citoyens pour financer le projet. En fait, il n'en est rien. Enfin, il n'en est rien. Ça a été un peu long, mais on y est arrivé, puisqu'aujourd'hui on a un capital de 50 000 euros et je reçois encore de temps en temps des participations, enfin des actions, enfin des personnes qui achètent des actions et ce financement aujourd'hui est suffisant pour lancer le projet parce que d'un autre côté, on bénéficie aussi d'une aide de la région qui a un programme en faveur de l'investissement pour les énergies renouvelables qui nous permet, maintenant il ne manque plus que la part complémentaire d'une banque. Donc nous espérons avoir très prochainement bouclé notre besoin de financement. Ok, de manière générale, la proportion d'emprunts bancaires s'élève à combien en fait pour les centrales villageoises? Alors à peu près, pour nous, compte tenu du fait qu'il y a une subvention, la proportion de l'emprunt bancaire, c'est à peu près 50%. Mais sinon, ce qu'on avait envisagé au départ, c'est à peu près 75% du montant du projet sous forme d'emprunt bancaire. Très bien. Noémie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est à peu près ça. Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est effectivement, on va rechercher des fonds propres compris entre 25 et 30% à peu près du montant de l'investissement. L'idée étant d'avoir un peu un effet levier avec l'emprunt et puis également de garder de la réserve d'investissement citoyen pour les prochains projets qui seront portés par la société. Donc 25-30%, c'est un bon équilibre de ce qu'on a vu dans les projets existants. C'est un peu plus que l'apport en fonds propres minimal qui peut être apporté sur des projets de NR classiques où on est peut-être plus à autour de 20% de fonds propres. Mais ça caractérise aussi le fait qu'on a une implication forte des acteurs locaux sur l'investissement. Ok, merci. Une question qui porte plus sur l'animation à l'émergence justement et donc le rôle du PNR du Luberon. Mathieu, comment vous avez pu cibler les invitations aux réunions publiques et est-ce que c'est toujours vous qui avez piloté les réunions publiques voilà, est-ce que tu peux peut-être revenir sur ces éléments-là donc au début à la phase d'émergence? Sur la méthode pour les toutes premières réunions publiques, comme je l'ai dit, l'intercommunalité, elle devait être visible. Donc en général, on est toujours accueilli dans une des communes de cette intercommunalité par le maire, par le président ou vice-président de l'interco. Donc politiquement, on va dire que c'est plus porté localement par l'intercommunalité. Le parc, il était là pour animer vraiment la réunion, la partie technique. Pour ce qui est des invitations, on est passé par tous les réseaux qu'on pouvait connaître localement et on avait demandé aux intercommunalités de relayer auprès d'associations, mais on a fait aussi de la communication par voie de presse, par voie d'affichage.
L'idée de Rhône-Alpes Énergie, mais là Noémie me contredira si je me trompe, c'était 4 réunions publiques à l'échelle d'une interco rurale. Ça fait du sens parce que ça donne 4 dates, ça fait 4 lieux différents. On a quand même le recul, malgré tout, après coup, d'entendre des gens qui disent ouais, on n'était pas au courant, on n'a pas vu passer. Pourtant, le territoire n'était pas très vaste sur Banon ou côté Lube. Voilà, donc on fait au mieux, mais on peut pas toucher tout le monde non plus, quoi. Ok, très bien. Et donc là, est-ce que le PNR du Luberon continue à avoir un rôle dans le projet des centrales villageoises ou d'une certaine manière, là, les centrales villageoises du Pays d'Aix sont tout à fait autonomes sur la réalisation du projet? Alors, le lien formel, on va dire, il n'existe plus puisque nous, notre rôle, il s'est arrêté au moment où l'étude de maîtrise d'œuvre s'est terminée. Et où là, maintenant, la centrale villageoise du Pays d'Aix a complètement pris le relais avec l'Assemblée générale qui a voté le périmètre des travaux. Maintenant, ils sont autonomes aussi sur les contacts, ce qui n'empêche pas d'être en lien et de pouvoir participer. Il reste un travail de relais auprès des élus locaux parce que c'est pas toujours si linéaire que ça. Jean-Michel n'en a pas forcément parlé, mais c'est important de maintenir le lien avec les élus locaux. Notamment, on a mis en avant le fait que ça passait par des bâtiments publics au départ, et c'est très vrai, c'est important. À la fois tout ce qui a été dit dans les échanges et les remarques là, sur la conversation, qu'un particulier, c'est plus difficile pour lui de s'engager comme ça sur 20 ans d'un coup. L'aspect économique, ça pose des questions. Donc les habitants qui s'engagent à louer une toiture, on va dire, sont des militants de la première heure, mais on a besoin d'avoir les collectivités qui montrent l'exemple et qui sont les premières à s'engager dans cette dynamique, et on est à peu près sûr que ça suivra derrière. En tout cas, c'est l'écho qu'on a de Rhône-Alpes. Voilà, mais il reste du lien à faire avec les intercommunalités qui peuvent être au départ bienveillantes par rapport à ce projet, et puis ça pose des questions. Parfois, c'est un projet citoyen, ce sont des gens qui émergent là-dessus. Et certains conseils municipaux, on a eu la mauvaise surprise, reviennent un peu sur leur décision de mettre à disposition la toiture. Donc là, on a, nous, un travail de lien à faire avec eux pour arrondir les angles parfois. Pas tant que les membres de la centrale villageoise se heurtent aux élus, mais parfois il peut y avoir des allers-retours dans les conseils municipaux qui sont parfois difficiles à gérer. Ça, on le sait, nous, sur bien d'autres sujets, donc je ne mettrai pas du tout en cause la centrale villageoise du Pays d'Aix là-dessus, ou celle de Banon d'ailleurs, mais il y a un travail de liaison à faire dans la durée, c'est vrai. Merci Mathieu. Il est 13h, je vous propose de terminer avec deux dernières questions. Il y en a d'autres auxquelles on n'a pas répondu et on vous répondra par écrit. Deux dernières questions assez rapides, c'est est-ce que au sein du réseau des centrales villageoises, il y a un travail effectué sur l'autoconsommation ? C'est un modèle économique complètement différent puisque l'autoconsommation, du coup, ça veut dire que la société, elle se rémunère sur une vente d'électricité qui est très réduite. Donc, pour l'instant, c'est pas l'objectif, non. Et puis en plus, l'autoconsommation, c'est plus une démarche, on va dire, individuelle, d'un propriétaire qui souhaite profiter de l'électricité produite sur son toit pour sa consommation propre. Il n'y a pas le côté mutualisation, foisonnement qu'il pourrait y avoir sur une production locale avec une consommation locale. Nous, je ne sais plus si j'en avais parlé, dans le cadre des centrales villageoises, suite aux centrales villageoises, on a lancé un démonstrateur, ce qu'on appelle Smart Grid, donc c'est un projet expérimental qu'on copilote avec ERDF en partenariat avec d'autres partenaires qui sont institutionnels, publics ou associatifs. Et dans ce projet qui est adossé justement à la centrale villageoise photovoltaïque des Haies dans le parc du Pilat, on veut tester différentes solutions pour améliorer l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau électrique en milieu rural. Et on veut travailler sur la notion d'autoconsommation, mais à l'échelle d'un village, à l'échelle d'un quartier, pour mutualiser justement les productions locales avec les consommations locales. On n'est pas dans l'autoconsommation au sens individuel du terme, mais par contre, on s'intéresse vraiment à des solutions qui permettraient d'avoir cet équilibre à l'échelle d'un village, quoi. Ok, merci. Et on termine par une question sur justement l'élargissement à d'autres filières.
Est-ce que certains outils et méthodologies en fait que vous avez pu mettre en place peuvent être adéquates pour d'autres filières d'énergie, éolien, biogaz, etc. Tout à fait. Enfin, il y a tout le volet juridique. Enfin, une bonne partie du volet juridique peut être utilisée. Après, c'est pas tant une question de filière qu'une question de montant de projet en jeu. C'est vrai que si on va sur le grand éolien, sur de la méthanisation, voire sur de la moyenne hydro, on va être sur des montants bien plus importants. Et là, je pense qu'il faudra faire évoluer le modèle juridique et financier, dans le sens où ce sera pas forcément la société qui portera tout en direct. Ça fait partie des évolutions envisagées. Il y a déjà des demandes sur de l'éolien, et ça fait partie des choses qu'on souhaite discuter au comité de pilotage. Enfin, je vous ai expliqué que voilà, on est dans une phase transitoire où on doit encore structurer le réseau et discuter des évolutions à l'avenir, quoi. Mais oui, ça fait partie vraiment des objectifs. Hein. Dans les statuts des centrales villageoises, on a inscrit la production d'énergie renouvelable, toutes filières confondues, et la maîtrise de l'énergie. On travaille aussi sur l'intégration d'actions de maîtrise de l'énergie dans les projets, donc ça fait partie des développements futurs. Très bien. Merci Noémie, merci Jean-Michel et merci Mathieu. Je vous propose de terminer ce webinaire. On n'a pas répondu à toutes les questions. On va y répondre par mail. Hein. On vous enverra de toute façon donc les supports. Plus les réponses aux questions, et puis donc le webinaire comme les autres ont été enregistrés. On va les mettre prochainement en ligne sur donc notre chaîne Vimeo. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas donc à aller naviguer sur le site des centrales villageoises, et à une prochaine fois donc pour un prochain webinaire qui va porter justement sur deux projets d'autoconsommation, un qui est déjà en service, donc Soleil du Grand Ouest proche de Rennes, et un qui est en cours avec un projet assez innovant avec la collectivité de la commune de Lorient, la mairie de Lorient. Voilà, merci beaucoup de votre participation, et à très bientôt lors d'un webinaire ou d'un autre événement. Merci. Merci. Au revoir. Merci Justine. À bientôt.